Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui suscite pas mal de débats, on peut dire, hein. Les origines du couscous. Est-ce que c'est un plat spécifiquement marocain à la base? On va essayer d'explorer ça en s'appuyant sur des recherches historiques, notamment celle du docteur Nabil Mouline, pour y voir plus clair. Alors pour planter un peu le décor, imaginez une petite scène. On est en 1734, la princesse Lala Kenata, accompagnée de son jeune fils, le futur sultan Mohamed III, voyage vers la Mecque. C'est un convoi énorme, un voyage très politique en fait, hein. Et lors d'une halte, un peu au-delà des frontières traditionnelles du royaume, le petit prince, il réclame du couscous. Pour lui, c'est évident, c'est un plat réputé partout dans la région. Stupeur générale. Le vizir El Ishaki intervient et il cite un proverbe marocain de l'époque, en darija, hein, en arabe dialectal, ce qui est assez rare à l'écrit à ce moment-là. Il dit quelque chose comme «Les frontières du couscous, c'est Taza, et s'il les dépasse, c'est Bouadjraf». En gros, il explique diplomatiquement au prince «Désolé, ici on n'est plus vraiment au pays du couscous». C'est quand même assez révélateur, non? Ça montre que déjà au XVIIIe siècle, le couscous était perçu comme le plat marocain par excellence. Mais bon, cette perception, est-ce qu'elle colle vraiment à l'histoire plus ancienne du plat? C'est là que ça devient intéressant. Tout à fait. C'est une anecdote qui montre bien une perception, une fierté même, qui est déjà bien installée à cette époque. Mais si on essaie de remonter plus loin, pour chercher la toute première origine, on tombe d'abord sur des récits un peu légendaires, disons. Par exemple, au XVIe siècle, un historien très connu, Ahmed al-Makari, va le relier carrément au prophète Mohammed. Ah oui, carrément. Oui. Et puis, un siècle plus tard, un autre chroniqueur, Abu al-Qasim al-Zayani, remonte même jusqu'au prophète Salomon. Bon, clairement, l'objectif, là, c'était pas de faire de l'histoire au sens strict. C'était plutôt de sacraliser le plat, de lui donner une légitimité presque divine. D'accord. Donc une volonté de magnifier le plat plus que de chercher une vérité historique précise. Exactement. Et plus récemment, on a vu d'autres théories apparaître, origine phénicienne, Afrique subsaharienne, numide. Mais souvent, il faut le dire, sans preuve scientifique vraiment solide. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve scientifique fiable d'un couscous qui daterait d'avant le Xe siècle. Ok. Donc on met de côté les mythes, les hypothèses un peu fragiles. Alors, où est-ce que les premières preuves historiques sérieuses nous emmènent? Eh bien, elles nous conduisent assez directement à l'époque des Almohades. Ah, les Almohades! Oui, cette grande dynastie berbère qui a unifié tout le Maghreb et l'Andalousie entre le XIe et le XIIIe siècle, avec Marrakech comme capitale, une capitale assez flamboyante d'ailleurs. Et c'est justement dans deux grands livres de cuisine marocain de cette période précise que le couscous fait son apparition documentée. Des livres de cuisine de cette époque. Ça, c'est concret. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces livres? Alors, ces ouvrages, ils témoignent d'un vrai raffinement culinaire à la cour almohade. Ils décrivent déjà plusieurs recettes de couscous. On y trouve par exemple un certain couscous alfitiani, qui était populaire à Marrakech, ou alors une version andalouse avec 8 légumes différents. Et ce qui est fascinant, c'est que les auteurs de l'époque, ils précisent qu'ils ne listent pas toutes les recettes existantes. Pourquoi? Parce que, je cite, le plat était déjà bien connu. Bien connu, déjà au XIIe, XIIIe siècle. Ça suggère qu'il n'est pas né pile à ce moment-là, mais qu'il était déjà bien installé. Exactement. Scientifiquement, c'est la première fois qu'on a des preuves écrites, solides, des recettes détaillées, et ça se passe dans le contexte de cet empire almohade dont le cœur était le Maroc actuel. Alors s'ils ne l'ont pas inventé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, les Almohades l'ont clairement développé, ils l'ont peut-être anobli pour la table du calife, et surtout, ils l'ont documenté. Et à cette époque, d'ailleurs, le terme couscous, il désigne à la fois le plat final et la semoule elle-même. D'accord. Et ce mot, couscous, on sait d'où il vient. Quelle est son origine? L'origine exacte du mot reste assez débattue en fait. Il y a principalement deux hypothèses. Une racine arabe, kassa, qui signifie piler, broyer finement, ce qui correspond bien à la fabrication de la semoule finalement. Oui, ça semble logique. Soin. Mais bon, aucune de ces deux pistes n'est prouvée de manière définitive. D'accord. Origine du mot incertaine donc. Oui, mais ce qui est peut-être encore plus parlant que l'étymologie, ce sont les autres noms qu'on donne au couscous au Maroc. On l'appelle ta'am, littéralement la nourriture. La nourriture tout simplement. Voilà, on l'appelle aussi Nima, qui veut dire la grâce, la bénédiction, et même Alaïch, la vie,
la subsistance. Ça en dit long sur son importance fondamentale. Ta'am, la nourriture, El Aïch, la vie. C'est puissant comme symbolique quand même. Ça montre à quel point c'était central dans l'alimentation, et peut-être plus encore. Absolument. Et au-delà de ces noms très généraux, il y a une myriade de termes régionaux spécifiques. Aberkoukous, Abadas, Albelboul, Azikouk, et j'en passe. Cette diversité de noms, ça témoigne vraiment d'un ancrage très profond partout dans le pays, dans toutes les couches de la société. Un ancrage qui s'est forgé au fil de siècles. Et on a des exemples concrets de cet ancrage très tôt dans l'histoire. Oui, dès le Moyen-Âge. Par exemple, on a une lettre du célèbre grammairien Ibn Ajurum, on est entre le XIIIe et le XVe siècle là, qui écrit à un ami pour l'inviter à Fès, et il lui dit « J'ai préparé pour ton arrivée du couscous, au guédid, c'est de la viande séchée, et au navet. Sympa l'invitation. » Oui, et ça montre que c'était déjà un plat d'hospitalité, un marqueur social important. Et j'imagine que cette importance n'a fait que croître par la suite. Tout à fait. Surtout à l'époque des Ouattacides et puis des Saadiens, qu'on appelle aussi Zaïdanides, donc entre le 15e et le 17e siècle, là, le couscous devient vraiment le pilier de l'alimentation au Maroc. Les sources de l'époque nous disent que les gens modestes en mangeaient au moins une fois par jour. Une fois par jour. Oui. Et les plus aisés, parfois même 2 fois par jour. Là, on comprend mieux pourquoi on l'appelait ta'am ou al-arish. C'était vraiment la base de l'alimentation quotidienne. Impressionnant. Et j'imagine qu'il y avait différentes façons de le préparer, selon les moyens, les régions. Bien sûr, bien sûr. Parfois, c'était très simple, juste préparé à l'eau. D'autres fois, beaucoup plus riche, avec du bouillon, de la viande, plein de légumes, des herbes. Par exemple, on sait qu'au 15e, 16e siècle, les riches habitants de Fès aimaient le préparer avec du smen, ce beurre ranci typique. Alors que dans la campagne de la Chaouia, par exemple, les paysans utilisaient ce qu'ils trouvaient, comme des artichauts sauvages. On s'adaptait vraiment aux produits locaux et aux saisons. Mais alors, une question me vient. Pourquoi lui, spécifiquement? Pourquoi le couscous a atteint ce statut quasi existentiel, au point de devenir synonyme de nourriture, de vie? Parce qu'il y a d'autres plats anciens et nourrissants au Maroc, comme le tagine, l'arfissa. Pourquoi cette place unique pour le couscous? C'est une excellente question et la réponse est complexe. Mais un facteur clé et souvent un peu méconnu, c'est le rôle absolument crucial joué par les zaouïas. Les zaouïas, les confréries religieuses soufis, quel est le lien? Exactement. À partir du XVe siècle, le Maroc connaît une période, disons, de fragmentation politique après la fin des Mérinides. Et dans ce contexte un peu instable, les zaouïas vont gagner une influence considérable. Pas seulement spirituelle, mais aussi sociale et même politique. Elles deviennent des centres de pouvoir locaux, des lieux de rassemblement très importants. D'accord. Et le couscous va devenir, en quelque sorte, leur outil alimentaire de prédilection. Ah, comment ça? Il y a une anecdote qui illustre ça parfaitement. Elle concerne le fondateur de la dynastie saadienne, Mohamed Achek al-Mahdi. Il voulait prendre la ville de Fès, mais il était constamment repoussé. On lui a expliqué que sa défaite était due à la force spirituelle et sans doute aussi mobilisatrice du cheikh soufi local Abil Rawayin. Pour obtenir le soutien nécessaire pour enfin conquérir la ville, il a dû négocier. Et la négociation impliquait de faire une sadaka, une offrande charitable très importante. Et cette offrande, c'était? Nourrir tous les disciples de la Zaouïa, et ils étaient très nombreux, avec d'énormes quantités de couscous. Incroyable, hein? Le couscous comme monnaie d'échange presque pour obtenir un soutien spirituel et politique? En quelque sorte, oui, c'est une illustration frappante. Mais plus généralement, les Zaouïas accueillaient énormément de monde. Les disciples, bien sûr, mais aussi les voyageurs, les pauvres. Surtout dans les périodes de famine, qui étaient malheureusement fréquentes à l'époque. Et pour nourrir toutes ces bouches, le couscous était idéal. Pourquoi idéal? Parce qu'il est économique, on peut faire beaucoup avec peu de semoule, il est très nourrissant, et surtout, il est facile à préparer en très grande quantité. C'était le plat parfait pour la charité, pour les grands rassemblements. Je vois. Ça explique beaucoup mieux comment il a pu se diffuser aussi largement et devenir si essentiel dans le tissu social marocain. Tout à fait. Et ça va même plus loin que ça. Des saints hommes, des figures des Zaouïas sont devenus célèbres justement parce qu'ils nourrissaient les foules, principalement avec du couscous. Leur réputation, leur baraka, était associée à cette générosité autour du plat. L'association est devenue si forte que certains lieux saints, ou même des saints, portent des noms liés au couscous.
On trouve par exemple un Sidi Kaskas près d'Essaouira, un Sidi Ali Kaskas à Fès. C'est fou ça, le nom même lié au plat ou à l'ustensile. Et j'ai lu aussi que le nom d'une des plus grandes confréries actuelles, la Bouchichia, Oui, viendrait de butchiche. Et que dishicha, ça désigne la semoule d'orge grossière qu'on utilise aussi pour faire une sorte de couscous. Le lien est vraiment partout. exactement, c'est un très bon exemple. En adoptant le couscous comme plat emblématique, les Aouïas ont aussi tissé autour de lui tout un imaginaire, des légendes, lui conférant une dimension sacrée, spirituelle. On raconte par exemple que les disciples se pressaient après la cuisson pour toucher la marmite, la barma, et le panier vapeur, le karskas, de la zaouïa. Pourquoi? Pour essayer de capter un peu de la baraka, de la bénédiction du saint, qui était censé se transmettre à travers le plat et même ses ustensiles. C'est fascinant. Donc, ce lien très fort avec le spirituel qui a été forgé par les Zaouïas pendant des siècles, c'est ça qui expliquerait en grande partie pourquoi, encore aujourd'hui au Maroc, le couscous est le plat traditionnel du vendredi et aussi celui des grandes fêtes religieuses. C'est une explication majeure, oui, absolument. Cette sacralisation populaire, cette association profonde avec le religieux et la communauté a profondément marqué les habitudes culturelles et les rituels liés au plat. Et attention, ce n'était pas qu'une affaire populaire. Les élites aussi étaient concernées. On sait par exemple que les sultans saadiens, comme Al-Ghalib Billah, en mangeaient très régulièrement, parfois 2 fois par jour, comme on l'a dit. Même les sultans? Oui, et même les médecins de l'époque le recommandaient. Ah oui, les médecins aussi. Pour quelles raisons? Oui, au XVIIIe siècle, par exemple, un médecin marocain très réputé, Abdelkadir ibn Chakroun, vantait ses mérites nutritionnels. Pour lui, c'était un plat complet, très équilibré, avec les légumes, la viande ou le poisson, les fibres du blé. Il considérait ça, en gros, comme le meilleur aliment qu'on pouvait trouver dans la région. D'accord. Donc, si on résume un peu cette longue période, depuis les Almohades au XIe siècle, jusqu'aux Alaouites, la dynastie actuelle, en passant par les Saadiens et ce rôle absolument central des Zaouïas, le couscous s'est vraiment imposé comme le plat marocain par excellence, à la fois quotidien, social, spirituel, politique même, et apprécié à tous les niveaux de la société, du sultan aux paysans. C'est exactement ça. Il a vraiment imprégné toute la culture marocaine. On le retrouve dans les chansons populaires, la poésie, comme le malhoun au XIXe siècle, et même dans des pièces de théâtre. Il fait partie de l'ADN culturel marocain, pourrait-on dire. Et aujourd'hui, est-ce que son statut a un peu évolué au Maroc? Oui, un peu. Avec la modernisation, le XXe siècle, les changements de mode de vie, l'urbanisation, il est devenu peut-être moins systématiquement quotidien pour tout le monde qu'il ne l'était au XVIe, XVIIe siècle, mais il a conservé et, peut-être même renforcé, sa dimension festive, familiale, son rôle de plat des occasions spéciales, des rassemblements. C'est un peu comme un écho, finalement, de ce passé spirituel et rassembleur des Aouïas. Intéressant. Et pendant tout ce temps où il s'ancrait si profondément au Maroc, il a aussi commencé à voyager, ce fameux couscous. Oh oui, bien sûr. Et très tôt, en fait. Dès l'époque almohade, quand on l'a dit, il traverse le détroit de Gibraltar et s'installe en Andalousie. Puis on le retrouve en Égypte dès le XIIIe siècle. Et là-bas, les textes le décrivent bien comme un plat maghrébin. Donc l'origine maghrébine était déjà reconnue ailleurs. Tout à fait. Ensuite, il continue son chemin russe vers le Mali, vers la Tunisie aussi, au XIVe siècle. Il a pas mal bourlingué, dis donc. Et ce n'est pas fini. Plus tard, il arrive au Portugal, probablement via les échanges intenses avec le Maroc. Du Portugal, il influence sans doute le sud de l'Italie, la Sicile. Et, anecdote amusante, au XVIIIe siècle, il traverse même l'Atlantique. Avec les Portugais, il arrive jusqu'au Brésil. Au Brésil, hein. Oui. Et il existe toujours là-bas un plat qui s'appelle le couscous paulista. C'est une sorte de lointain descendant, très transformé bien sûr, mais le nom est resté. C'est une véritable épopée culinaire mondiale finalement. Partie de ce foyer maghrébin, et plus spécifiquement marocain, si on suit les premières traces écrites et le développement initial. C'est exactement ça. Et cette histoire, je trouve, elle illustre bien une facette on pourrait dire du génie marocain. Cette capacité à prendre un élément ici, un plat, à l'ancrer profondément dans sa culture, à le diversifier énormément. On dit parfois que 45% de toutes les recettes de couscous recensées en Afrique du Nord se trouveraient au Maroc, c'est dire la richesse des variations. Ah oui, quand même. À lui donner des sens multiples, sociaux, religieux, quotidiens, festifs, et ensuite à le faire rayonner bien au-delà de ses frontières. D'ailleurs, c'est amusant de noter que le fait qu'on n'ait pas détaillé précisément
toutes les recettes ici, ça fait écho à ce que disaient déjà les auteurs almohades au XIIIe siècle. C'est un plat bien connu. C'est vrai. Comme si c'était tellement évident, tellement intégré à la culture qu'on n'avait presque pas besoin de l'expliquer en détail. Une sorte de constante culturelle marocaine, peut-être. Alors, si on revient à notre toute première question, l'origine du couscous est-elle marocaine? Au vu de tout ce parcours historique, qu'est-ce qu'on peut conclure? Si on s'en tient strictement aux preuves historiques tangibles, les textes écrits, les recettes documentées, les premières attestations vraiment claires, le développement de variantes déjà sophistiquées et surtout l'intégration extraordinairement profonde dans la culture à tous les niveaux, royal, populaire, religieux, social. Tout ça pointe de manière assez nette vers le Maroc de l'époque almohade, donc entre le XIe et le XIIIe siècle. C'est là, dans ce contexte historique et géographique précis, que l'histoire documentée du couscous, tel qu'on le conçoit encore un peu aujourd'hui, commence de manière tangible et prend son essor. Donc, pour être prudent, on ne peut peut-être pas parler d'une invention unique et exclusive, car les plats populaires ont souvent des origines complexes. Mais on peut dire que le Maroc apparaît comme le berceau historique documenté de son développement majeur, de sa complexification, de son énorme ancrage culturel, avant qu'il ne commence son long voyage. C'est, je pense, la conclusion la plus juste et la mieux étayée par les sources historiques dont nous disposons actuellement. Le Maroc semble bien être le lieu où le couscous a acquis ses lettres de noblesse et cette signification culturelle centrale qui perdure encore aujourd'hui. C'est vraiment passionnant de voir comment l'histoire d'un simple plat peut en dire autant sur l'histoire d'une société, d'une culture. Absolument. Et peut-être, pour ouvrir un peu la réflexion à la fin, Oui. comment est-ce que ces faits historiques, cet ancrage profond au Maroc, dialoguent aujourd'hui avec les débats très actuels sur l'appartenance culturelle du couscous? Je pense notamment au classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ces classements récents, ils incluent plusieurs pays du Maghreb, ce qui reconnaît une histoire et des savoir-faire partagés, bien sûr, c'est important. Mais en même temps, cette reconnaissance collective n'efface pas les spécificités historiques ni la profondeur particulière de l'ancrage dans chaque pays, et notamment au Maroc, comme on vient de le voir en détail. C'est une bonne question. Oui, ça nous rappelle que le patrimoine, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est une matière vivante, toujours en discussion, toujours en lien avec le présent. Une excellente réflexion pour continuer à méditer après nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour cet éclairage historique vraiment très riche. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette exploration des racines complexes mais passionnantes du couscous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.